on invite notre cher professeur agrégé, Dr Ilia Ghorbel, pour présenter les actualités de la radiothérapie des carcinomes pulmonaires non à petites cellules, non métastatiques. Merci, Dr Benayed. Je remercie l'équipe d'oncologie médicale de l'hôpital militaire pour leur invitation. Et je vais essayer de parler des actualités concernant les carcinomes pulmonaires non à petites cellules, dans le cadre particulier des carcinomes non métastatiques. Donc, je vais commencer par les stades localisés. Et en effet, pour les stades localisés, pour les tumeurs opérables, la chirurgie reste le standard thérapeutique. Pour les patients qui présentent des carcinomes pulmonaires, souvent on a des comorbidités associées, notamment liées au tabac. Donc il y a des fonctions respiratoires qui sont souvent altérées, des tares associées, et de ce fait, on réfère ces patients au service de radiothérapie pour tenter une radiothérapie externe. Cependant, cette radiothérapie externe conventionnelle fait appel à des champs assez larges. Donc, d'où le développement récemment de la stéréotaxie, de la radiothérapie stéréotaxique, et dans le cadre des carcinomes non à petites cellules de SAT1, les différentes études rétrospectives tout d'abord, puis de cohorte, ont montré une bonne efficacité avec des taux de contrôle local supérieurs ou égaux à 90%. Pour la radiothérapie stéréotaxique, en termes techniques, c'est une technique non invasive qui est de haute précision. Elle permet d'irradier des volumes cibles bien précis avec des doses qu'on appelle ablatives. Ce sont des doses très élevées par séance et on a besoin soit d'une séance, soit de plusieurs fractions, mais c'est inférieur à ceux de la radiothérapie externe. Pour prouver l'efficacité de la radiothérapie stéréotaxique pour les carcinomes en petites cellules de stade 1, il y a eu tout d'abord des essais randomisés qui ont essayé de comparer cette radiothérapie stéréotaxique à la radiothérapie conventionnelle, soit en 2D, soit conformationnelle. Donc, il y a 3 études princeps de phase 3 qui ont inclus 100 à 200 patients et qui ont comparé ces deux modalités. Et les résultats étaient probants en termes de contrôle local, mais aussi en diminution des effets secondaires liés à la radiothérapie, et notamment l'incidence des œsophagites, mais aussi des pneumopathies radiques. Donc là, la seule étude qui a montré l'impact en termes de survie globale était celle de Chizel, avec un bénéfice important par rapport à la survie globale. Donc à partir de ces essais randomisés de phase 3, pour les stades inopérables, on a pu considérer que la radiothérapie stéréotaxique peut être proposée comme standard thérapeutique pour cette catégorie de patients. Elle a moins d'effets secondaires par rapport à la chirurgie. Qu'en est-il des formes opérables? Donc, en général, c'est plutôt des formes qu'on va référer aux chirurgiens. Donc, on a essayé de monter des études de phase 3 qui ont comparé la radiothérapie stéréotaxique par rapport à la chirurgie classique, type lobectomie par voie normale, avec bien sûr un curage médiastino-hilaire. Mais ces études ont été clôturées d'une manière prématurée par défaut d'inclusion. Il faut dire que les chirurgiens sont avides de leurs patients et ne réfèrent pas forcément facilement leurs patients aux radiothérapeutes pour faire la radiothérapie stéréotaxique. Mais pour essayer d'exploiter les résultats de ces études de phase 3 qui ont été arrêtées d'une manière prématurée, il y a eu une analyse poolée de 2 essais randomisés. Ce sont les essais STAR et Roselle. Donc, ils ont pu collecter les données de 58 patients qui avaient des tumeurs localisées T1, T2 inférieures à 4 cm sans atteinte ganglionnaire. Et la comparaison entre radiothérapie stéréotaxique et lobectomie était en faveur de la radiothérapie stéréotaxique en termes de survie globale avec des taux qui étaient supérieurs à 95% à 3 ans. Donc le suivi moyen est par contre très limité, de l'ordre de 40 points pour le bras stéréotaxie. Par rapport aux effets secondaires liés soit à la radiothérapie stéréotaxique, soit à la chirurgie, on a noté que l'incidence des grades 3 et 4 était plus importante dans le bras chirurgie. Donc, cette analyse poolée a conclu que la radiothérapie stéréotaxique pouvait être
proposée aux patients opérables, bien sûr sous réserve de l'étude qui n'a pas été menée à terme. Donc on a besoin d'autres études randomisées de phase 3 pour confirmer cette hypothèse. Donc, parmi aussi les cohortes qui ont continué l'étude du bras stéréotaxique, il y a cette étude qui a été menée sur le bras de l'essai STALS, qui a été arrêté d'une manière prématurée. Donc, on a continué à recruter les patients selon les mêmes conditions et le design de l'essai STALS, mais c'était un seul bras de radiothérapie stéréotaxique pour des patients qui avaient une tumeur inférieure à 3 cm. Donc, ils ont collecté les résultats de 80 patients et les résultats étaient de l'ordre de 87% pour la survie globale à 5 ans, ce qui est un résultat assez satisfaisant avec un suivi moyen de 5 ans. Donc, on a conclu que la radiothérapie stéréotaxique pour ces formes opérables était bien tolérée, avec une incidence de toxicité de grade 3 de l'ordre de 1,3%, qui était notamment inférieur à ceux de la chirurgie et de la radiothérapie externe. Ce sont les données historiques. Donc, cette même cohorte a été comparée à des patients qui avaient, durant la même période, une chirurgie, mais selon des techniques chirurgicales plus modernes par le VATS. Et on a conclu, en comparant les deux bras de cohorte, à des résultats assez similaires en termes de survie globale, mais aussi en PFS. Et les auteurs ont conclu que la radiothérapie stéréotaxique n'était pas inférieure à la chirurgie moderne. Donc, ces différentes études mènent à explorer cette piste de stéréotaxie versus chirurgie. Donc, il y a une étude qui a fermé les inclusions en juin 2024, c'est l'étude Stablemates. Donc, elle compare pour des patients qui sont qualifiés de haut risque chirurgical une chirurgie de type segmentectomie par rapport à une radiothérapie stéréotaxique, et l'objectif primaire est l'étude de la survie globale, et l'analyse intérimaire montre des bras similaires en termes de profil de toxicité entre la chirurgie et la chirurgie. Donc, une autre étude, c'est l'étude Valor. Donc, après avoir consulté un pneumologue, si on indique soit une chirurgie, soit une radiothérapie stéréotaxique, le patient va être référé à la fois au radiothérapeute et au chirurgien. Il a le droit de connaître les différents éléments, les propositions thérapeutiques pour sa maladie. S'il accepte d'être inclus dans l'étude, il va être randomisé entre les deux bras. Sinon, il va être suivi selon une cohorte, et ça va permettre de recruter des éléments cliniques et thérapeutiques pour ces patients si on n'arrive pas à l'inclure dans l'essai randomisé. Est-ce qu'on peut associer la radiothérapie stéréotaxique au traitement systémique? En général, c'est des tumeurs de petite taille qui nécessitent un traitement local et pas de traitement adjuvant par la suite. Il y a cette étude qui s'inspire de l'essai Pacifique. Les inclusions sont terminées et elle a inclus des patients qui ont des T1, T3 et qui vont être randomisés après la radiothérapie stéréotaxique entre le durvalumab versus placebo. L'objectif primaire est l'étude de la survie sans progression. Donc, on attend les résultats de cette étude. Il faut dire que on a cherché à exploiter l'effet abscopal de la radiothérapie stéréotaxique en ajoutant l'immunothérapie pour voir s'il y a un effet bénéfique de cette association thérapeutique. Donc, on peut dire que la chirurgie reste toujours le standard thérapeutique pour les tumeurs pulmonaires non apicellulaires opérables de stade 1. La radiothérapie stéréotaxique trouve son indication pour les patients qui sont qualifiés de haut risque chirurgical, notamment les sujets âgés ou ceux qui présentent des comorbidités, notamment une altération de la fonction respiratoire cardiaque. Pour les tumeurs opérables, on attend encore les résultats des essais randomisés de phase 3 pour statuer sur cette alternative thérapeutique. Il faut surtout insister sur le bilan du staging. Il faut absolument avoir un PET scanner initial, que ce soit pour indiquer une radiothérapie stéréotaxique, mais aussi pour indiquer la chirurgie. Donc,
concernant les modalités de la radiothérapie stéréotaxique, il y a plusieurs schémas de fractionnement qu'on trouve dans la littérature. Donc, on va identifier les tumeurs plutôt centrales par rapport aux tumeurs périphériques. Donc, si la tumeur est centrale, donc on jouxte tout ce qui est structure vasculaire, tout ce qui est oesophage. Là, on va donner plus de fractions en donnant des doses moins élevées lors des différentes fractions. Par contre, pour les tumeurs périphériques, on peut se permettre d'avoir des doses plus élevées avec un nombre moindre de fractions. Pour les stades opérables, donc, les données de la méta-analyse publiée en 1998 par rapport à la place de la radiothérapie adjuvante a montré un effet délétère pour les PN0, PN1. Cependant, pour les PN3, qui sont les stades 3, PN2, on n'a pas pu identifier si la radiothérapie adjuvante était bénéfique ou pas. Donc, plusieurs études randomisées de phase 3 ont été menées dans ce sens, notamment l'essai PORTE chinois qui était négatif, qui a comparé une radiothérapie post-opératoire versus pas de radiothérapie pour les stades 3 PN2, et le LINC-ART qui était longtemps attendu et qui a randomisé pour les patients qui avaient été opérés en résection complète, les PN2, une radiothérapie post-opératoire par rapport à pas de radiothérapie post-opératoire. La radiothérapie post-opératoire dans cet essai était au moins 3D à la dose totale de 54 degrés. L'ADFS était l'objectif primaire à étudier dans cette étude, mais cette étude a eu des inclusions très lentes, donc de 2017 à 2018. Entre-temps, les techniques de radiothérapie ont changé. On a, à l'époque où l'essai était monté, c'était plutôt la radiothérapie 3D conformationnelle qui était le standard thérapeutique pour les carcinomes pulmonaires. Mais avec l'avancement technologique, l'IMRT est devenue de plus en plus disponible dans les différents centres et elle est devenue le standard si on a les moyens de la faire. Et de ce fait, pour les patients, la plupart avaient une radiothérapie post-opératoire conformationnelle, 90% environ ont eu cette radiothérapie 3D. Il faut dire aussi que les patients, la plupart des patients avaient un PET scanner initial, donc plus que 90% avaient un PET scanner initial au moment du diagnostic. Donc les résultats de cette étude étaient négatifs, tant au niveau en termes de survie sans progression, mais aussi en termes de survie globale. On a noté que la radiothérapie post-opératoire réduisait de moitié l'incidence des rechutes médiastinales, mais elle augmentait les décès. Donc les patients qui avaient une radiothérapie post-opératoire avaient plus de toxicité cardio-pulmonaire et plus de décès. Donc l'essai était négatif. Actuellement, il y a un essai japonais qui est mené dans le même sens pour les stades 3 PN2 en résection complète. Donc l'indication de la radiothérapie post-opératoire au terme du résultat du LINC-ART ne peut pas être indiquée d'une façon formelle. Pour les PN2, c'est à discuter au cas par cas. Pour les stades localement avancés, nous savons tous que la radiothérapie et chimiothérapie concomitante est le standard thérapeutique pour les stades localement avancés. Ça a été montré grâce à la méta-analyse d'Opéra en 2010. Il n'y a pas besoin de rajouter une chimiothérapie d'induction ou de chimiothérapie de consolidation, ni de thérapie ciblée. Et cependant, avec cette radiothérapie concomitante, qui est le standard thérapeutique, on a des résultats qui ne sont pas satisfaisants. Et on sait que les sites de rechute après la radiothérapie et chimiothérapie concomitante sont plutôt des sites de rechute à distance. On sait aussi qu'il y a une relation dose-effet, donc la dose équivalente biologique en radiothérapie est corrélée au contrôle local. Et de ce fait, il y a plusieurs pistes qui ont été tentées pour améliorer les résultats thérapeutiques, notamment l'optimisation du traitement systémique. Ça a été montré grâce à l'étude Pacifique qui a randomisé les patients après radiochimiothérapie concomitante et qui ne progressent pas après le traitement, entre le durvalumab versus un placebo. Et l'effet du durvalumab a été objectivé, il a été probant en termes de survie globale, et c'est un effet qui persiste dans le temps. Dans le même sens, il y a l'étude Pacifique qui essaie de randomiser les patients après radio et chimiothérapie concomitante entre durvalumab jusqu'à progression versus placebo, et c'est une étude qui est en cours. L'association
concomitante a été tentée dans un autre essai pacifique, mais les résultats n'étaient pas en faveur de l'association concomitante radiothérapie-chimiothérapie et durvalumab versus placebo. Pour optimiser la radiothérapie, on a tenté à travers des essais anciens à augmenter la dose délivrée. Donc d'habitude, on délivre 60 degrés en étalement et fractionnement classique, mais les résultats étaient délétères pour l'escalade de dose, notamment quand on a essayé de rajouter la dose jusqu'à 74 degrés. Et dans ce cas, l'essai négatif a fait conclure que la dose en étalement et fractionnement classique reste toujours de 60 degrés. Et on a essayé aussi de tenter l'hypofractionnement, comme on l'a tenté pour les autres localisations, comme pour le sein, etc. Donc le but de cet hypofractionnement est de diminuer la durée du traitement, d'éviter que la tumeur, qu'il y ait un phénomène de repopulation tumorale, et ça va diminuer aussi l'encombrement sur les machines de traitement. Donc les Anglais sont très preneurs d'hypofractionnement. Il y a eu tout d'abord cette publication à propos d'une analyse rétrospective qui a concerné 4 centres anglais qui utilisent l'hypofractionnement pour le carcinome non apicellule d'une façon routinière. Donc, elle a concocté 593 patients et à peu près le tiers était de stade 3. Et les résultats avaient montré un taux de survie global de 2 ans à 50%, avec peu de toxicité par rapport à l'utilisation de ce schéma d'hypofractionnement. Donc, dans le même sens, on a essayé d'associer la chimiothérapie concomitante à la radiothérapie hypofractionnée, donc à travers cette étude de phase 2 qui a montré des résultats assez comparables entre le bras séquentiel par rapport au bras concomitant. Donc, avec une bonne tolérance, il n'y avait pas d'augmentation de l'incidence des effets secondaires, que ce soit aigus ou tardifs, quand on avait recours au bras hypofractionné. Et de ce fait, cette étude vient d'être publiée. C'est la seule étude de phase 3 qui utilise le schéma hypofractionné pour les carcinomes non apicellule de stade 3 jugés non résécables et qui associe en même temps une chimiothérapie concomitante avec un objectif primaire, l'étude de la survie globale à 3 ans. Et cette étude a montré un impact positif en termes de survie globale en faveur du bras hypofractionné, un impact en termes de survie sans progression et en termes de réduction des taux de rechute locale. Avec une bonne tolérance, il n'y avait pas de différence significative entre les événements, que ce soit aigus ou tardifs, et ce qui nous concerne surtout, c'est les œsophagites et les pneumopathies post-radiques. Donc le bras hypofractionné associé à la chimiothérapie concomitante a été considéré supérieur au bras concomitant dans cette étude randomisée de phase 3. Donc un petit mot sur l'évolution technique de la radiothérapie. La radiothérapie a bénéficié ces dernières années des avantages de la planification par TPS, des avantages de l'évolution technique, même sur les appareils de traitement. On a de plus en plus de nouvelles machines, des accélérateurs linéaires de dernière génération qui sont dotés soit d'un asservissement respiratoire, soit d'une imagerie embarquée. On a besoin du PET scanner pour mieux repérer la cible qu'on va irradier. Donc, tous ces artifices vont concocter à délivrer une radiothérapie de haute technicité. Donc, si je peux résumer pour les carcinomes pulmonaires non apicellule, pour les stades non métastatiques, pour les stades localisés inopérables, on propose la radiothérapie stéréotaxique. Pour les stades localisés opérables, on attend encore les résultats des essais randomisés de phase 3 pour comparer cette chirurgie à la radiothérapie stéréotaxique. Et pourquoi pas proposer cette radiothérapie stéréotaxique si elle est moins offensive par rapport à la chirurgie. Pour les stades opérés, ça se discute. Pour les PN2, si on a une rupture capsulaire, c'est considéré comme une résection incomplète, là, on va faire la radiothérapie. Mais pour les autres stades, on est de plus en plus réticent pour les PN2 à indiquer une radiothérapie post-opératoire. Et pour les stades localement avancés, c'est la radiothérapie et chimiothérapie concomitante qui est le standard thérapeutique. On va rajouter le durvalumab s'il n'y a pas de progression après la fin de cette séquence de radio et chimiothérapie concomitante. Et je pense qu'on va se diriger vers l'hypofractionnement modéré comme nouveau standard pour la radiothérapie des stades localement avancés. Donc il faut veiller à avoir une radiothérapie bien faite, dans de bonnes conditions, avec un bon équipement. Merci.
Merci beaucoup, Dr. Ghourbel, pour votre excellente présentation.